Donc c'est à propos d'un commentaire de Jean-Luc sur un post de Francis. À l'origine, la publication a pour thème la haine de la haine ou l'amour de l'amour, ce qui est la même chose, enfin en polarité. C'est les deux faces de la même pièce. Du coup, j'étais amenée à lire le commentaire de Jean-Luc avant de lire la publication de Francis. Donc ça a fait que j'ai pas trop compris le commentaire de Jean-Luc, donc je suis allée lire la publication de Francis pour voir pourquoi ce commentaire. Donc il y a plein de choses intéressantes dans le commentaire de Jean-Luc là sur cette publication. Il y a plein de choses très justes. Mais après sur sa contradistinction, après je reviendrai sur le reste là, les trucs qui sont intéressants peut-être, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Mais sinon, quand il dit que le désamour ou la déshaine va provoquer une démotivation de la vitalité naturelle, donc de la volonté réelle, bah non, enfin, et que ça va provoquer une décohésion psychique et matérielle, non. Le fait de sortir de l'attachement à la forme, que ce soit la forme de l'amour ou la forme de la haine, ça ne peut pas provoquer une décohésion de la masse, sachant que la décohérence quantique, c'est la création de la masse. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu la décohérence quantique, c'est-à-dire l'annulation de la superposition des potentiels pour un choix définitif qui va créer la masse, on a une masse qui apparaît, donc la matière, donc la force vitale, l'énergie vitale. Et donc quand on est dans la masse, on est dans les projections déjà. Et ces projections, parmi ces projections, il y a l'ego. Et puis ensuite les projections de l'ego. Enfin, on est dans des phénomènes projectifs en cascade. Voilà, c'est chercher le mot. On est dans des phénomènes projectifs en cascade, c'est-à-dire que déjà le nuage électronique, c'est une projection protonique, enfin, de toutes sortes de phénomènes qui viennent quand même d'une première intention qui est le proton. Donc là, on est déjà dans du projectif, dans le nuage électronique. Même s'il y a une superposition d'états, donc des propositions de programme, l'exécution d'un programme va donner une densité. Et donc cette décohérence quantique, qui est donc l'annulation de la superposition, va donner une masse. Et ensuite cette masse, on va arriver aux neurones par exemple. Et cette masse neuronale va créer un mouvement psychique d'espace-temps qui est le mouvement d'une énergie informationnelle sur un écran mental. Et l'écran mental se crée du fait du mouvement. Tout comme l'espace-temps se crée du fait du mouvement aussi du mouvement des éléments du nuage électronique. C'est les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que le phénomène qui se passe du proton jusqu'au nuage électronique, c'est un phénomène projectif et qui crée donc un espace-temps subatomique. Pareil ensuite quand il y a un espace-temps qui se crée dans le macro, et ben c'est le nuage électronique qui va faire une projection d'images qui sont les astres, les planètes, tous les corps cosmiques, qui sont aussi des projections. Et donc ces projections, donc ce mouvement de l'esprit, alors l'esprit c'est le mouvement intelligent de l'énergie, et donc ce mouvement de l'esprit, c'est une projection luminique,
Donc c'est on le dit Jean-Luc, que c'est une énergie vitale. Donc une motivation vitale naturelle, une volonté. Euh, donc ça peut pas disparaître. Et ça peut pas disparaître. Alors, donc je continue parce que donc il y a cette première projection, ensuite la deuxième projection de l'espace-temps macro, qui est l'inversion de la projection de l'espace-temps micro, qui lui-même est la projection du proton vers l'électron. Et, et donc quand on est à la troisième inversion, qui est celle du neurone égo qui va projeter l'image de soi grâce à des diapositives dans un espace-temps interactif, donc dans des mouvements relationnels qui vont créer des événements qui vont se mémoriser sur un support alors c'est un espace-temps, mais un espace-temps psychique. C'est-à-dire que l'image de soi, c'est un espace-temps psychique qui est encore plus illusoire que l'espace-temps macroscopique. Et l'espace-temps macroscopique est encore plus illusoire que l'espace-temps microscopique du subatome. Le proton est déjà une illusion. Déjà, pour commencer, il n'y a que le vide immobile qui n'est pas une illusion. Donc tout ça, c'est des illusions, mais après, c'est des illusions très stables, comme dit Einstein, donc qui ont une relativité, qui ont une stabilité relative. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre que Francis et Jean-Luc explorent, on est dans la troisième projection, et donc dans la troisième inversion chromatique. Et donc c'est pas parce qu'on va perdre l'attachement aux formes qu'on va perdre la motivation de la volonté d'harmonie qui s'exprime dans le chaos. Donc la motivation naturelle de l'énergie, elle ne peut pas disparaître parce qu'on va perdre l'attachement aux formes. C'est-à-dire si on perd l'attachement aux projections de la troisième inversion de l'énergie, on ne perdra pas l'énergie, quoi. On perdra juste l'attachement à une illusion de plus, quoi, enfin, dans les poupées russes. Donc ça, c'est pas dramatique. Et ce qui n'empêche pas d'utiliser les formes. C'est pas parce qu'on va perdre l'attachement aux formes que les formes disparaissent. C'est juste qu'on n'est plus soumis à la croyance que les formes sont réelles. Mais on peut continuer à les utiliser, c'est pas un problème, ça fonctionne, quoi. On peut fonctionner, l'énergie peut circuler, même si on n'est pas attaché aux formes. Donc si on n'est pas attaché à la forme de l'amour, si on n'est pas attaché à la forme de la haine, donc on peut arrêter de détester la haine, on peut arrêter de haïr la haine de façon moraliste, et on peut donc utiliser une certaine forme de la haine froide, comme l'explique Francis donc, dans sa publication. Donc on peut l'utiliser justement à bon escient, c'est-à-dire pour ne pas être victime d'une interprétation subjective de la forme. Donc c'est en ça que la haine est utile, et que c'est inutile de haïr la haine, quoi. Donc on peut déshaïr la haine, et on peut aussi désaimer l'amour. Et pareil, l'amour, c'est une forme. On peut ne pas être victime, entre guillemets, de l'illusion de la forme, qui est alors ici, de quel amour on parle aussi, voilà. Là, la haine, c'est plus facile, parce que du coup, c'est le fait de... Là, dans le propos, c'était le fait de haïr l'inutilité des formes, ou même leur nocivité, enfin leur aspect retardataire. En ce qui concerne l'amour, c'est encore autre chose. C'est le fait d'aimer les choses, l'effet de les apprécier. Donc ne plus les aimer, les apprécier, c'est encore une autre notion. Enfin bon, c'est un autre sujet, parce qu'en plus l'amour, c'est encore plus abscon que la haine.
La haine, ça a le mérite quand même d'être assez clair et de ne pas avoir trop de connotations. L'amour, ça a plein de connotations, donc c'est un peu fatigant de rentrer dans tout ça. La haine a beaucoup moins de connotations, c'est beaucoup plus simple. Alors après, donc Jean-Luc qui parle de cette décohésion psychique, oui, parce que la décohésion psychique, c'est pas la même chose que la décohésion quantique. Mais si la décohésion psychique entraînait une démotivation vitale de la volonté réelle naturelle, évidemment tout serait en dissolution. Alors que non, le fait de désaimer ou de déshaïr, ça n'entraînera pas la dissolution. Le corps de désir égaux ne disparaît pas totalement du corps astral, de la périphérie vitale. Là, tu vois, Jean-Luc, il faudrait préciser le truc, parce que qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, je vois qu'en fait, c'est sorti de façon naturelle, sans réflexion, ça se voit, mais donc, en l'occurrence, l'entonnoir n'a pas forcément été très clair. C'est bien l'entonnoir de la parole, hein, enfin, même dans l'écriture, que ce soit un discours verbal ou écrit, il y a une effusion, donc ça induit une infusion. Et là, on a une infusion, donc décohésion psychique et matérielle. Le corps de désir égaux disparaît totalement du corps astral, de la périphérique vitale. Je dirais que le corps de désir, c'est la pulsion vitale, ou c'est l'élan de vie, l'instinct de survie, ça disparaît pas du corps astral. Parce que le corps astral, on le perd pas, enfin tant qu'on est dans la matière. Donc oui, c'est une périphérique vitale, c'est une périphérique du subconscient, le corps astral. Enfin, le corps astral, c'est le subconscient, et c'est une périphérique vitale de l'énergie fondamentale. Certes, oui, ça participe à un ralentissement basique, l'énergie de ralentissement de base. Je vois à peu près ce que tu veux dire, mais... alors ensuite, soutenant de l'image de perception, projection et perspective en 4D. Minimum 4D, hein. Minimum. Ça suffit pas, 4 dimensions, ça suffit pas pour la perception et pour la conception. Et quelle est la différence entre la perception et la conception? C'est que la perception, ça va être en 2D, 3D. 4D, c'est déjà difficile de percevoir les choses en 4D en ce qui nous concerne, parce qu'on est limité. Donc, quand ça dépasse plusieurs dimensions qui ne sont pas réceptionnables par notre système de perception, on va passer à la conception. C'est-à-dire que quand on ne peut plus percevoir, on peut concevoir. Par exemple, on peut percevoir des tas de trucs, comme par exemple les schémas que Francis a partagés là, de l'esprit vers la matière. Mais par contre, ce qu'on peut pas percevoir, c'est que l'esprit, le vide est en nous, et que nous sommes dans le vide. Le phénomène des poupées russes, dans son exactitude. Ça, on peut pas le percevoir, parce que c'est au-delà des dimensions. C'est au-delà des dimensions, puisque c'est le contenant fondamental, qui contient toutes les dimensions. Donc c'est au-delà, c'est impossible de le représenter, donc c'est impossible de le percevoir, mais par contre on peut le concevoir. C'est-à-dire qu'on peut le formuler et l'envisager même si on ne peut pas le visualiser. Donc perception, projection et perspective en 4D. Soutenant de l'image. Alors le corps de désir égaux disparaît totalement du corps astral, de la périphérique vitale, même l'énergie de ralentissement de base, soutenant de l'image, de la projection donc, et
de perception, projection et perspective en 4D. Ok. Le temps d'existence psychoréflective de la lumière par seconde. Matérialisation compacte. Le temps d'existence psychoréflective de la lumière par seconde. Espace-temps, quoi. Du mouvement. La lumière par seconde, donc ça veut dire une vitesse. Psychoréflectif. Ouais, c'est la création de l'espace-temps, quoi. Matérialisation compacte. Et pourquoi tu parles après des animaux qui voient différemment de notre propre reflet dans un miroir? Bon, c'est la perception, ok. Le temps que le nuage du corps pensé s'estompe. Il y a des trucs super intéressants, ça vaudrait vraiment le coup d'approfondir. Alors après, du coup, il y avait des choses qui étaient quand même bien plus pertinentes. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de relever là-dedans? L'histoire de la combustion spontanée en cas de fusion totale. Bon, ça sert à rien de se poser ces questions, quoi. Parce qu'on n'en est pas là, enfin, on fait pas du barbecue avec l'esprit, quoi. On ne demande pas à l'esprit de nous faire une fusion instantanée de manière à ce qu'on soit en combustion instantanée. Évidemment que, et puis même l'esprit ne nous fera jamais subir ça, parce que c'est pas son but. L'esprit, il veut des corps dans lesquels il va pouvoir s'incarner de plus en plus. Donc il veut, par sa génération de programmes dans le subconscient, provoquer des situations où on va réaliser où on va réaliser une transmutation qui va augmenter la capacité du corps à transconduire, donc à recevoir de plus en plus des énergies fortes, sans justement tomber dans la combustion spontanée. Donc, est-ce que nos corps sont prêts à subir un champ énergétique permettant de transmuter matière astrale humaine en matière éthérique? Ben non, ils ne sont pas prêts encore. Mais c'est ça l'utilité des cycles et des programmes qui nous font vivre les cycles. C'est au fur et à mesure des cycles, on augmente notre capacité corporelle à pouvoir infuser l'énergie qui est effusée depuis l'esprit, enfin depuis le vide, par le moyen de l'esprit. Donc, ou encore en esprit de lumière intemporelle. Donc transmuter matière astrale humaine en matière éthérique. Oui, le verbe se fait chair. Mais le verbe ne peut pas se faire chair tant que le substrat n'est pas en capacité de supporter l'induction. Donc il y a vraiment besoin de sas de décompression qui se font au fur et à mesure des cycles de l'humanité. Donc voilà. Donc pourquoi dit Able un mental égo désaxé? Ah oui, j'ai écouté les lois de l'esprit sur la chaîne Pierre Ariopel, c'est le numéro 3. Ça s'est lancé juste après que j'ai écouté le truc que tu avais partagé, Jean-Luc, sur l'Apocalypse de Saint-Jean. Putain, et j'avais jamais écouté l'Apocalypse de Saint-Jean. Ou en tout cas, si je l'écoutais, j'avais zappé, quoi. Et puis, j'avais pas du tout compris. Et pas capté les trucs qui sont vraiment très très bien dans cet audio. Il n'y a pas grand chose à acheter hein, dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Franchement, ouais. Franchement bien, quoi. Et donc, à la suite de l'Apocalypse de Saint-Jean, s'est lancé l'audio Les lois de l'esprit, il me semble. Je suis plus sûre du titre, mais en tout cas, sur la chaîne Pierre Yopel, c'est le 003. Donc ça aussi, c'était pas mal. Et dans ce 003, il y avait ça comme notion... Merde, je l'ai perdu. Ah oui, l'axe. Voilà, c'est ça. J'avais perdu, je me rappelais plus. La notion d'axe. Je retrouverai pas les mots de Bernard. Mais c'est vrai que ce que j'en ai retenu... parce que c'est vrai que, enfin, moi, je suis toujours en train d'examiner les trucs de l'atome.
il y a une brisure de symétrie, donc il y a un désaxage atomique. Et le désaxage atomique, il peut pas être modifié dans l'atome, pour le moment en tout cas, parce que sinon on perd la densité. C'est-à-dire que la brisure de symétrie, elle sert à faire cette fameuse décohérence quantique. Donc on a vraiment besoin de la décohérence, donc de la symétrie, c'est-à-dire du A privatif symétrie. Donc on a vraiment besoin qu'il y ait une absence de symétrie dans l'axe pour qu'il y ait de la matière. Et le but de l'esprit étant de se faire chair de plus en plus, on ne peut que supposer que l'axe sera toujours désaxé. Mais je dis toujours entre guillemets parce que c'est un toujours qui durera pas à mon avis. Et je sais pas trop encore comment, mais en tout cas dans les états de transition, l'axe désaxé doit rester désaxé. Paraît-il qu'à d'autres époques, les humains n'avaient pas cette densité, paraît-il. Donc on pourrait supposer qu'au fur et à mesure de l'évolution des cycles de l'humanité, on puisse éventuellement retourner à un état un peu plus éthéré, donc un peu plus axé, c'est-à-dire un peu plus symétrique. Donc ça voudrait dire du coup un peu plus une cohérence quantique, donc un peu moins de cohérence dans le fait de la matière, de la densité. Parce que du coup, perdre la cohérence quantique, ça crée une cohérence masse. Ça veut dire que du coup, perdre une cohérence masse, ça refait gagner une cohérence quantique, c'est-à-dire une superposition des états, ce qui ferait que on serait dans un atome un peu moins asymétrique, on serait dans un atome un peu plus symétrique, avec un axe plus symétrique, pardon. Et mais en attendant, on n'est pas dans ce cas de figure pour le moment, donc il n'y a pas de supraconduction possible, c'est-à-dire de superposition d'états. Donc s'il n'y a pas de supraconduction possible, c'est un genre de fusion, la supraconduction. Enfin, c'est un état intermédiaire de la fusion. Ça n'a rien à voir avec la combustion, la supraconduction. C'est une fusion froide, alors que la combustion, c'est une fusion chaude. Donc je dirais que le supramental, ça se rapproche assez de l'idée de la supraconduction. Et donc dans les états intermédiaires des cycles de l'humanité, je dirais, j'aime pas trop utiliser ces trucs-là, mais bon, dans la 5e race racine, on est plutôt dans la phase lunaire de l'initiation, dans l'initiation lunaire, et c'est la phase dans l'individuation, la phase de construction de la personnalité sur l'écran mental de l'ego. Après l'initiation solaire, c'est on commence à rentrer dans la 6e race. Et je suppose que dans la 7e race, on sera peut-être dans un état de supraconduction qui fera qu'il y aura plus une symétrie dans l'atome. Pour le moment, il n'y a pas de symétrie dans l'atome, donc on est dans un état transitoire. Donc on est un petit peu dans le début de la 6e race. Même si j'aime pas numéroter les choses comme ça, parce que on n'a pas la preuve de tous ces trucs-là. Donc c'est des formes. Pour moi, c'est des postulats qui servent de grille de lecture pour explorer les choses, mais ça en fait pas des vérités, quoi. Faut faire attention. Donc dans cet état transitoire, mettons de la 6e race, avec des gros guillemets, on est dans une asymétrie, et il faut qu'on y reste un certain temps, en réalisant des modulations de fréquence. Et ces modulations de fréquence, voilà, bon, j'ai plus qu'à recommencer. Voilà. Ces modulations de fréquence, ça va avoir pour effet ce que Jean-Luc y décrit comme... Il écrit la phrase « une étape de base intermédiaire ». Ça, c'est super juste. C'est qu'on est vraiment dans ça, dans une étape intermédiaire.
où l'énergie du champ de force de l'éther s'adapte à l'existence terrestre plus ou moins unique à chacun. Ouais, donc là on est dans la modulation de fréquence, c'est-à-dire que l'énergie du champ de force de l'éther, donc l'énergie du vide, elle s'adapte à l'existence dans le fait qu'elle va, comme toujours, produire des programmes qui vont participer à renforcer les substrats pour accueillir de plus en plus l'énergie. Donc oui, c'est effectivement l'énergie du champ de force de l'éther qui fait ça. Alors elle ne s'adapte pas à l'existence terrestre, l'énergie du champ de force. Elle adapte l'existence à elle, l'énergie. C'est pas elle qui s'adapte, c'est elle qui adapte l'existence pour pouvoir s'incarner de plus en plus dans l'existence terrestre. Et effectivement, oui, c'est plus ou moins unique à chacun. Alors, si le libre arbitre de cette possibilité, donc de dépolarisation complète du champ électromagnétique aurique, il n'y a pas de dépolarisation complète. Tant qu'on est dans cette transition, il n'y a pas de dépolarisation complète du champ électromagnétique, parce que c'est un stade intermédiaire qui a besoin de durer quand même un certain temps, parce qu'il faut renforcer les corps dans leur capacité à transconduire l'énergie, donc à la transformer, donc à opérer une réduction de la puissance, de l'ampérage de l'électricité en fait. Donc on ne peut pas faire une dépolarisation complète du champ électromagnétique. C'est pour ça que comme on ne peut pas faire une dépolarisation complète du nuage électronique, donc de la gravitation, eh bien on est obligé de faire de la modulation de fréquence. C'est-à-dire que pendant un temps, concrètement dans le quotidien, on va être obligé de neutraliser la forme dans le sens où on va être obligé, entre guillemets, hein, c'est pas une obligation, c'est juste que c'est mécanique, ça se produit, et puis on va y participer ou s'y opposer. C'est-à-dire que soit on va flotter avec le phénomène, ou soit on va se débattre et on va perdre de l'énergie et on le fera pas le phénomène. Enfin, le processus, on l'accompagnera pas, on le permettra pas, et on sera fumé, quoi. Enfin, on mourra bien avant d'avoir réalisé les trucs. Donc c'est quand même dommage, parce qu'on est quand même là pour réaliser les trucs. Tout comme le disait Sri Aurobindo, on est là vraiment pour incarner le Brahman. Donc si on veut participer à cette incarnation du Brahman, on est bien obligé de comprendre comment ça fonctionne pour pas s'y opposer. Parce qu'on peut accompagner le truc si on flotte, c'est-à-dire si on laisse faire. Si on est dans l'observation, si on est dans l'accompagnement du processus, le processus, du coup, il peut se déployer, s'exécuter dans la matière. Donc, il n'y a pas de dépolarisation. Il y a par contre, au lieu de la dépolarisation complète, il y a une modulation de fréquence. C'est-à-dire que quand on est dans le quotidien, on neutralise les formes dans le sens qu'on se met à quitter l'attachement qu'on a aux formes. Les formes, on les conserve, on continue à les utiliser, on continue à vivre dans la matière. On est vraiment impliqué dans la vie matérielle. Et ça implique la jouissance, le fun, la diligence, enfin plein de choses qui sont de l'ordre de la responsabilité de l'incarnation. Responsabilité non moraliste, hein. C'est pas dans le sens moral la responsabilité. La responsabilité, c'est le fait d'empoigner avec détermination, avec précision, avec efficacité les phénomènes. C'est ça la responsabilité. Donc c'est les accompagner, c'est les laisser faire, mais les accompagner de manière proactive. C'est-à-dire que on laisse pas faire les processus en se disant bon moi je m'en occupe pas, ça se fait tout seul, machin. Merde, il y a Gemini qui se met en marche. Dégage. Donc du coup, on les accompagne de manière proactive, c'est-à-dire qu'on participe. Et on participe par le fait qu'on observe. C'est-à-dire que c'est pas je sais que ça se produit, il y a un phénomène, il y a un processus qui est programmé, donc je laisse faire, je m'en occupe pas. Non, c'est qu'on est vraiment dans l'observation du processus. Donc on va observer la beauté du processus d'une part, mais aussi on va observer les résistances qu'on va intimer à ce processus.
et on va s'observer dans les résistances, on va s'observer dans la cristallisation, donc dans les attachements à la forme, et l'émotivité que ça va générer dans le quotidien, dans les conflits, dans les relations, dans les événements, enfin le rapport qu'on a aux gens et aux événements. Il y a toujours plus ou moins de chauffe, donc de cristallisation dans les attachements à la forme. Donc plus on se détache de ça, dans l'observation, dans le feedback, qui va prendre plus ou moins de latence, et il y a des feedbacks qui peuvent même être préexistants à l'événement et à la chauffe qui va avoir, qui va avoir lieu. Ça, c'est un truc que je constate. Alors, la plupart du temps, moi, je constate dans mon événementiel, et dans ma chauffe à l'événementiel, que le temps de latence, il est postérieur à l'événement. Et il peut diminuer au fur et à mesure de l'habitude de l'observation. Mais il y a des fois où parce qu'on est habitué au truc de cause à effet, au mécanisme, quand on commence à observer les choses, en fait, c'est toujours le même patron. C'est toujours les mêmes patterns. Donc, si vous voulez, quand il y a un événementiel qui commence à s'exécuter, ben, quelque part, on le connaît déjà. Parce qu'on on en a connu d'autres, et donc ça se passe toujours pareil, c'est les mêmes patterns, donc voilà, ben, la trame, c'est la même. Donc, à la limite, on peut déjà regarder le truc qui va se dérouler, c'est-à-dire qu'on voit déjà le futur. C'est pas parce qu'on est clairvoyant à voir les choses avant qu'elles se passent, non, c'est juste qu'on a l'habitude, quoi. On sait comment ça fonctionne. Donc c'est une clairvoyance par l'expérience, en fait. Donc on regarde le truc en train de s'exécuter, donc à la limite on sait déjà comment ça va finir, et on sait déjà comment on va chauffer. Donc on peut déjà regarder comment on chauffe, c'est-à-dire comment on a des attachements à la forme, donc de l'émotivité qui va en découler, donc la chauffe qui va aussi aller dans le corps. Euh, et quelque part, ça n'empêchera pas forcément qu'on chauffe, parce qu'on pourra quand même se mettre en colère, on pourra quand même être agacé, énervé, etc. Et ça, c'est pas grave. Mais éventuellement, ça pourra l'éviter. Mais le but n'est pas tellement de l'éviter pour l'éviter. C'est juste que, éventuellement, au bout d'un certain temps, avec l'habitude de l'observation, du vitriol, euh, la pierre occulte, on l'a avant même de faire l'observation. C'est-à-dire qu'on a déjà la vision de notre froideur à l'événementiel. Et comme on a cette vision, elle est de l'ordre de l'accompli. Et comme elle est de l'ordre de l'accompli, on n'a peut-être pas forcément besoin d'une linéarité du temps et de l'espace pour ne pas chauffer. Et ça peut faire que, effectivement, quand le mouvement de l'esprit exécute le programme et qu'on est projeté dedans, eh bien on chauffera peut-être pas. Et on sera peut-être dans la neutralité. Et on pourra rentrer dans la 7e race dans ce cas-là, parce que si par cette modulation de fréquence, la modulation de fréquence étant, le vitriol étant l'observation, c'est par l'observation que les fréquences se modulent, c'est par l'observation qu'il y a un ralentissement de la vitesse de la gravitation, déjà macroscopique, et aussi de la gravitation. Alors macroscopique, c'est-à-dire dans le limbique, dans les neurones, donc dans le corps, dans le somatique, on va avoir moins de chauffe vraiment à l'état macroscopique. Mais ça veut dire que en fait, on a moins de chauffe à l'état microscopique, qui est donc dans le subconscient atomique. Et cette modulation de fréquence, l'habitude de moduler les fréquences, c'est-à-dire le bombardement de l'émission des énergies, des programmes électroniques, et en amont du programme protonique, qui est le programme d'harmonie, les programmes électroniques étant des programmes fractales, donc de chaos, d'entropie, c'est des fractales du programme protonique, qui est un peu plus unique, un peu plus simple, parce que l'harmonie c'est simple, quoi, voilà. L'unicité, enfin, l'unicité c'est la perception de l'unité. Donc un programme protonique d'harmonie, c'est super simple parce que on peut en percevoir l'unité
Donc on peut vivre l'unicité, même dans la matière, quand on visualise le programme d'harmonie. C'est-à-dire qu'on peut visualiser le programme d'harmonie, c'est-à-dire l'éther. On peut le visualiser, le vivre, l'incarner, même quand on est dans le fractal, donc dans le subconscient. C'est-à-dire qu'on peut très bien habiter le corps astral, sans dépolarisation complète, et incarner une vision éthérique, c'est-à-dire une vision d'unicité, d'harmonie. Et c'est comme ça que le verbe se fait chair. Mais ça demande un vitriol alchimique, c'est-à-dire une observation. Et dans cette observation, on va avoir de plus en plus l'habitude d'observer, donc de moduler les fréquences, parce que l'observation crée un ralentissement mécanique de la gravitation, donc la gravitation somatique et la gravitation électronique et la gravitation protonique. Alors, enfin, il y a très peu de gravitation protonique, mais il y en a quand même un petit peu. Parce que c'est quand même un mouvement de pensée, donc un mouvement d'esprit, enfin un mouvement d'énergie, parce que le mouvement de l'énergie, c'est l'esprit. Donc plus on acquiert cette habitude de visualisation consciente, donc de vitriol, d'observation, plus ça ralentit, plus toutes les strates d'inversion chromatique ralentissent. Parce que toutes les strates d'inversion chromatique ont leur propre vitesse de rotation. Et à chaque fois qu'on passe une strate, la rotation elle est inversée. Et parce que c'est chromatique. Et donc ça passe toujours par une lentille, même si la lentille elle est multidimensionnelle, c'est pas une lentille locale, c'est vraiment multidimensionnel. Donc même si la lentille est multidimensionnelle, il y a quand même une inversion des polarités, quoi. C'est-à-dire que tout est à l'envers à chaque fois qu'on fait une inversion d'espace. Enfin d'espace. C'est pas une inversion d'espace. C'est une inversion de dimension. Mais c'est même pas ça non plus. C'est une inversion de... Alors je sais pas comment le dire. Parce que comme c'est interpénétré tout ça, on peut pas dire que c'est vraiment des... C'est comme des strates où il y a une inversion chromatique du type du principe des cordes, c'est-à-dire multidimensionnelle. Donc on ne peut pas localiser l'endroit où l'inversion se fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les lentilles d'inversion des strates, elles ne sont pas localisables, elles sont non locales dans le fait qu'elles sont à plein d'endroits à la fois, surtout dans l'atome, qui a quand même comme particularité d'être dans une cohérence quantique de superposition d'états. Donc ça fait qu'à ces niveaux-là, il y a une multidimension de la conversion et donc de l'inversion de l'énergie, de l'inversion de sa projection. Parce que ça sert à rien de dire l'inversion de l'énergie, c'est une inversion projective. C'est pas la projection qui s'inverse, c'est le mouvement photonique, entre autres. Je suis en train de penser à un lieu entre guillemets. Il y a, par exemple, dans un lieu subatomique, il y a une inversion photonique. Et cette inversion photonique va créer une projection. On a souvent l'image sur les réseaux. Par exemple, le truc de Pink Floyd, là, où il y a un prisme qui donc laisse passer la lumière. Et donc, la diffraction fait que ça crée les rayons de couleur. C'est ce principe-là, quoi. C'est qu'en fait, le prisme, la lentille, va prendre la réalité locale et en la diffractant, elle va l'inverser. Voilà, ça c'est donc l'inversion chromatique. C'est le principe de la chambre noire en photographie. Et dans l'atome, ça marche comme ça. Donc, toutes les strates des mouvements de l'énergie obéissent à ce principe de l'inversion chromatique. Donc on peut intégrer toutes ces choses-là, on peut les comprendre, alors si on ne peut pas les percevoir, on peut les concevoir, évidemment,
parce que c'est étudié par les scientifiques, et aujourd'hui on a quand même suffisamment d'éléments pour comprendre ces phénomènes. Donc les lois de l'esprit, c'est pas des lois abstraites qui sortent de la cuisse de l'ésotérisme. Ça sort de la cuisse de la science, quoi. Donc, bah, oui, alors l'ésotérisme, du coup, c'est un truc qu'il faut laisser tomber, quoi. Parce que c'était un support, l'ésotérisme, c'était un ensemble de postulats qui ont été utiles pendant un temps tant qu'on n'avait pas la science. Donc c'était utile d'avoir ça, parce que c'était des grilles de lecture, d'exploration, d'extrapolation, de supposition, et c'est comme ça que la science est née, hein, de toute façon, parce que la science, elle est née de l'imagination. Et après, quand l'imagination a apporté des théories, donc issues des postulats ésotériques, et ben, on a pu construire des outils perceptifs qui ont permis de confirmer ou d'infirmer les postulats. Aujourd'hui, donc, on a la science qui partant des postulats ésotériques, souvent ceux de l'alchimie par exemple, a permis d'imaginer des théories, des formules mathématiques, ou partant de la philosophie. Il n'y avait pas que l'ésotérisme, on pouvait partir de la philosophie aussi, pour bâtir des postulats, des grilles de lecture qui ensuite permettaient de formuler des théories, et ensuite, d'après les théories, on pouvait imaginer des formules mathématiques, et ensuite on a pu imaginer et construire des outils de perception physique. Et aujourd'hui, on est rendu à un point où les outils de perception physique permettent de confirmer ou d'infirmer les théories. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les faits scientifiques foutent par terre grand nombre des postulats ésotériques, même s'il y en a qui restent, mais par contre, ils doivent être reformulés. Il y a plein de postulats ésotériques qui tiennent encore avec la science. Mais par contre, il faut retravailler sur la sémantique, quoi. Parce que c'est pour ça qu'il faut détruire l'attachement à la forme des mots ésotériques, parce que leur connotation va plus aller dans le sens de l'espoir, dans le sens de la moralisation, dans le sens du bisounours, enfin voilà. Donc ce qui n'a rien à voir avec le réel et avec les faits scientifiques, et qui de toute façon n'est en aucun cas utile euh, à l'efficacité du vitriol. C'est-à-dire que le vitriol, il peut s'appuyer encore sur des postulats, c'est-à-dire sur l'imaginaire, mais il a quand même beaucoup de matière pour s'appuyer sur des faits aujourd'hui. Puisqu'on a tellement d'outils qui peuvent mesurer le réel, il faut quand même pas s'en priver, quoi. Il faut étudier, hein, voilà. Il faut étudier la science, et après, il faut mettre la métaphysique à l'épreuve de la science. Et de par cette attitude-là, cette propension à être un peu plus pragmatique, et on peut neutraliser les formes, c'est-à-dire on peut neutraliser notre propension à être en émotivité par rapport aux formes. Et après, on peut aller explorer du coup tout le pourquoi du comment, des mécanismes qui font qu'on va cristalliser au niveau de la psychologie, qu'on va cristalliser plus ou moins sur des événements par exemple, ou sur des relations. Et ça, c'est vraiment dans le contexte intermédiaire, on va dire, de la 6e race. Donc on est dans la 6e race au moment intermédiaire où on est là pour moduler. Donc quand on est là pour moduler, on ne peut pas dépolariser complètement le champ électromagnétique. On est obligé, on n'a pas le choix, vraiment, c'est comme ça, c'est polarisé encore, et puis c'est pas grave. Donc ce n'est pas dans l'axe, on n'est pas dans l'axe, c'est-à-dire qu'on n'est pas symétrique. Voilà. Mais pour le moment, c'est comme ça. L'atome, il peut pas être symétrique pour le moment, même si éventuellement, il peut retourner à un état de cohérence quantique où il y aura un peu plus de symétrie. Voilà.
Et à ce moment-là, oui, c'est un moment où effectivement le fantasme de neutraliser l'astral se réalisera mécaniquement et non pas de par la volonté subjective. Il se réalisera mécaniquement par la volonté réelle du mécanisme de la volonté d'harmonie protonique. Voilà. Mais parce que c'est un processus et on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas passer une étape. On est obligé vraiment de les faire toutes. Et c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas de drame là-dedans, quoi. Et après, qu'est-ce qu'il dit d'autre, Jean-Luc? Si absence totale de modèle psychique, de patron négatif de la forme et motivation de forme pensée, alors comment créer, peser sans balance la sélection des formes? Ben non, justement. Là, on n'en est pas là. On ne peut pas se passer de modèle psychique, donc de programme, les programmes qui produisent la forme. On ne peut pas se passer de la motivation des formes pensées. Et on ne peut pas encore créer sans la balance de la sélection des formes. C'est-à-dire on ne peut pas créer sans modulation de fréquence pour le moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé d'avoir un désaxage. Donc une certaine forme de densité, quoi. Alors, Jean-Luc qui dit sélectionner la route du temps nouveau ici. C'est intéressant ça. Eh ben c'est le truc qui est en train de se faire, quoi, en fait. La route du temps, ça c'est une expression de Philippe Guillemot. La route, non, c'est la roue du temps. La roue ou la route, je sais plus, tiens. Enfin bref, peu importe. Du temps nouveau. Alors ça c'est intéressant, le temps nouveau ici. Moi j'aime bien ce petit groupe de mots. Temps nouveau ici. Et c'est une phrase qui est intéressante, ça. Sélectionner la route du temps nouveau ici. Ça se fait par la parole. Sélectionner la route du temps nouveau ici, ça se fait par la parole. Parce que par la parole se fait la sélection des formes pensées. C'est ce qu'il dit là dans le moment, non? La forme de motivation de la forme pensée. Comment créer, peser sans balance la sélection des formes. Ah, sélection des formes, il me semble bien que j'avais vu cette notion. Sélection des formes. Oui, ben, c'est la parole qui sélectionne les formes. Et ben, la parole, c'est comme la visualisation consciente, c'est un outil de canalisation, pas dans le sens de réception, hein, dans le sens de l'entonnoir. On canalise. C'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a une somme de formes qui est truc de malade, quoi. Et bien par la parole ou la visualisation consciente, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, on va sélectionner les formes. C'est-à-dire on va garder les plus pertinentes, les plus efficaces, et on va créer une route du temps, c'est-à-dire un mouvement linéaire, qui va être nouveau ici. Dans le sens où, comment dire, ça c'est un truc qui est en train de s'installer. Donc moi je le découvre aussi, ça, ce truc-là. C'est que par la parole, je découvre cette sélection des formes. C'est-à-dire que je ressens plein de formes qui m'assaillent, qui me bombardent, donc des formes subconscientes, des mémoires. Et je me dis, putain, laquelle je prends, quoi? Laquelle va m'être utile dans la matière? Je suis pas dans l'attitude, je veux plus de formes. Non, non, je veux bien encore des formes, puisqu'on est dans un état transitoire, donc on est obligé de prendre les formes, mais il faut quand même bien les choisir, quoi. Faut être efficient, quoi, en fait. Donc, la parole, ça permet cette efficience. Donc, du coup, ça canalise toute cette quantité de formes pour prendre les plus adaptées. C'est un genre de darwinisme, on va dire. La sélection de la pensée la mieux adaptée. Voilà. En fait, l'homme et la mémoire astrale de la 5e humanité se fait secouer. Ben oui, parce qu'on est là. En fait, on est dans la 5e humanité qui était totalement esclave et soumise à son mémoriel. Donc ce mémoriel est sacrément secoué, agité et retourné. Donc oui, on sépare le bon grain de l'ivraie. Le bon grain atomique. Non, le bon grain du noyau. De l'ivraie du nuage électronique.
Donc l'utile, excellent, l'utile est transféré, le vital est récupéré. Voilà, bah oui. Voilà, donc c'est l'utile, c'est ce qui est efficient, donc c'est ça qui est sélectionné. Et donc le vital passe dans ça. C'est-à-dire que les formes utiles véhiculent le vital. Euh, les formes ne sont pas exemptes de vitalité de l'esprit. Ensuite, Jean-Luc qui parle de la société anonyme et du gouvernement invisible. Ça fait partie des formes ésotériques, le gouvernement invisible. Hein. Voilà, ça fait partie des choses que vous ne pouvez pas passer dans un microscope nucléaire. Hein. Voilà, voilà. Donc ça fait partie des choses qu'il faut abandonner. Gouvernement invisible, royaume de Dieu, c'est pareil, sans déconner. On n'a pas besoin de ces formes-là. Donc ce gouvernement invisible se construit à notre insu. Bon, voilà ce que j'en pense là-dessus. Ce que j'en ressens, c'est qu'on n'a pas besoin de ces formes-là. On a vraiment besoin que du vitriol, donc de la modulation de fréquence, donc de l'observation. On n'a besoin que de ça. On n'a pas besoin de s'encombrer avec des formes, gouvernement invisible, double. Qu'est-ce qu'on a comme autre forme du même style? L'ajusteur de pensée. Ça, c'est encore une forme qui sert à rien. Voilà. Les anges, voilà. Tous ces trucs-là, ça sert à rien. Alors, il y a des nouvelles notions qui sont implantées, oui, tout à fait. Ben, les nouvelles notions, elles apparaissent dans la parole, les néotypes, qu'on abandonnera, hein, parce que c'est des formes. Ben, les formes ont une utilité pendant un temps. Et ensuite, ben, il faut les laisser quand elles ne servent plus à rien, ou quand elles nous retardent, pire encore que servir à rien, quand elles nous retardent, il faut, mais sans déconner, les laisser tomber, quoi. Donc les nouvelles formes pensées, le nouveau corps, la nouvelle psychologe, oui, le logos, donc le nouveau verbe psychique pour un temps nouveau, un reset de la conscience atomique. Ben oui, absolument. Par contre, l'ère du Verseau, ça fait encore partie des formes qu'on peut oublier, tout comme les formes 5e race, 6e race, 7e race, c'est des formes qui servent à rien. C'est pour ça que je les mets entre guillemets, quoi. Ça sert à rien, enfin je veux dire, c'est pas opératif. C'est pas opératif, c'est émotif. C'est émotif. Tout ce qui est émotif est non opératif. Donc ces trucs-là, faut laisser tomber, quoi. Et puis après, on y revient sur le truc du désamour et des haines. Voilà. Donc ouais, alors petit commentaire de Jean-Luc qui fait souvent des commentaires très très chouettes. Donc c'était bien intéressant tout ça. Voilà. C'est tout. Allez, bye bye. Ah, c'est bien, j'ai même pas fait 1 heure. C'est cool ça. À plus tard.